Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la RTX 2080 Ti. Allez, c'est parti! Comme vous avez pu le voir, j'ai la version Founders Edition de chez Nvidia, qui a d'ailleurs eu le droit à un relooking complet depuis la série 10. On a enfin une carte avec un système de refroidissement à double ventilateur. C'est fini les refroidissements turbines, et la carte en elle-même est bien plus jolie que les anciens modèles. En tout cas, c'est ce que je trouve. On a un beau petit joujou en aluminium compact à la construction impeccable. Dans la boîte, on retrouve également un adaptateur DVI vers DisplayPort, et un petit livret d'instructions. Un package qui est très minimaliste, mais soigné, c'est toujours bon à souligner. Bon, maintenant parlons un petit peu des caractéristiques que ces 2080 Ti embarquent. On a une carte avec 4352 Q d'accord, soit environ 21% de plus que la 1080 Ti, ainsi que 544 Tensor Core et 68 RT Core, sur lesquels bien évidemment on reviendra plus tard. On est également sur une fréquence de 1635 MHz pour la carte et 7000 MHz pour la mémoire, qui est d'ailleurs passée en GDDR6 mais qui est toujours resté sur 11 Go. La petite bête requiert deux connecteurs d'alimentation 8 pins avec un TDP de 260 watts. Niveau connectique, on va retrouver un HDMI 2.0, 3 DisplayPort 1.4A qui permettent de sortir du 8K 60 Hz et également un nouveau connecteur, le Virtual Link, qui est en USB-C et qui est fait pour les casques de réalité virtuelle. Normalement, tout est censé passer par ce connecteur sur les prochains casques. En termes plus simples, sur le papier, c'est un monstre. La question est, comment est-ce qu'elle s'en sort en jeu face à ses petites sœurs? J'ai donc comparé la 2080 Ti avec d'autres cartes, la 1080 Ti, la 1080, 1070 Ti, 1070 et 970. Toutes les versions de ces cartes ne sont pas des versions Founders Edition, donc les résultats peuvent un petit peu varier par rapport à si j'avais testé face à des Founders Edition, ce qui aurait été un petit peu plus correct, mais je ne les avais pas sous la main. Bref, j'ai testé sur bon nombre de jeux à différentes résolutions en 1080p, 1440p et également en 4K ou plutôt 2160p, et voilà ce que ça donne. A commencer par des benchmarks assez classiques sur une Engine Even et une Engine Superposition, où la nouvelle carte s'en sort plutôt pas trop mal, de manière générale, et elle dépasse même par exemple les 11 000 points en 4K optimisé sur superposition, ce qui est un score assez astronomique, qu'on se le dise. En allant sur des jeux un petit peu plus classiques, comme Battlefield 4 ou encore Battlefield 1 par exemple, on va observer un gain d'environ 25 FPS en 1440p et en 4K par rapport à la 1080 Ti. Les gains en 1080p tournent plus autour des 10 à 15 FPS. Voilà, et ça c'est une tendance qu'on observe également sur d'autres jeux, comme The Witcher 3, comme Shadow of War, Monster Hunter World, ou encore Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Là, on peut dire que la 2080 Ti domine et assure un solide 60 FPS et bien plus dans tous les jeux en 4K avec les graphismes poussés au maximum. Par contre, dans d'autres jeux comme Batman Arkham Knight, Crysis 3, Doom ou encore Overwatch, bien qu'on ait des gains similaires en 4K, on n'a quasiment aucune amélioration en 1080p. Ce qui soulève l'un des autres points majeurs de cette carte, la 2080 Ti n'est pas faite pour le 1080p. Parce que dans 95% des cas, votre CPU va limiter les performances de la carte parce qu'il ne sera pas assez puissant. Et c'est ce qu'on observe également sur Assassin's Creed Origins ou encore Hunt Showdown. Et comme vous pouvez le voir sur ce dernier graphique qui représente le gain de performance en pourcentage par rapport aux autres cartes, en 1080p, ce gain est minime. 12% de plus par rapport à une 1080 Ti, 28% par rapport à une 1080. Dans cette résolution, clairement, les limitations sont vraiment présentes et aucun CPU n'est assez puissant pour profiter pleinement de la carte.
Là où la 2080 Ti brille, c'est en 4K, où on gagne 34% de perf par rapport à une 1080 Ti, ou encore 68% par rapport à une 1080. C'est un monstre de puissance, et donc il faut faire en conséquence, et l'utiliser sur une résolution adéquate, donc pas en 1080p, et avec un processeur assez performant. Coupler une 2080 Ti avec un i5, même en 1440p ou en 4K, c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'à mon avis ça va pas mal bottleneck. Il faut minimum un i7 ou un Ryzen 7 pour pouvoir profiter de cette carte à son plein potentiel. Parlons un petit peu maintenant des températures. Et là, le changement de design et le passage à 2 ventilateurs avec une chambre de vapeur, ça a clairement fait du bien. Parce qu'elle s'en sort plutôt pas mal. On est environ au maximum à 71-72 degrés, ce qui se rapproche pas mal des températures des 1080 Ti Custom, par exemple de chez Asus que c'est pu tester, qui montait à 69 degrés. On est un tout petit peu plus haut, mais c'est très léger et on a une carte qui est plus puissante. Donc niveau température, c'est plutôt un excellent point et elle s'en sort bien. Pour parler un petit peu overclocking, je l'ai un petit peu poussé, ça se fait très bien, elle reste assez stable et on pourra facilement gagner des performances en plus. Par exemple dans mon cas, en augmentant un petit peu sa fréquence de base et également sa fréquence de sa mémoire, j'ai pu gagner de 3 à 7% de performance en plus, dépendamment des benchmarks. Bref, pour revenir sur du concret, vous allez certainement me dire blablabla, 35% de perf en plus, c'est pas si mal que ça, mais tu sais Marco, le prix aussi, il a pris des perfs en plus de 45%, donc bon, 35% de perf en plus pour 45% de prix en plus, ça fait un petit peu mal au cul si c'est juste pour ça. Et là, je vous dirais que je suis totalement d'accord avec vous s'il n'y avait que ça. Or, ce n'est pas le cas. L'architecture Turing, c'est un changement radical par rapport à l'architecture Pascal et même par rapport à tout ce qui se faisait avant. À votre avis, pourquoi ils ont changé le nom, hein? Et ouais, parce que en plus des traditionnels Q-d'accord que tout le monde connaît et qu'on retrouve tout le temps, les RTX embarquent des Tensor Core et des RT Core et qui vont permettre bien des choses. Tout d'abord, ça c'est une puce Pascal où on a seulement des Q-d'accord. Et ça, c'est une puce Turing où on va retrouver 3 sections distinctes. La partie Shader and Compute, c'est celle qu'on connaît tous, les Q-d'accord. Et c'est celle qui est utilisée par tous nos jeux à l'heure actuelle pour faire le rendu de la scène 3D sur nos écrans grâce à un procédé qui s'appelle la rasterisation. Et bien même cette file de calcul de shader toute simple a été améliorée avec l'architecture Turing puisqu'ils ont créé des cœurs spécialement pour les opérations en nombre flottant et d'autres spécialement pour les opérations sur les nombres entiers. Ainsi, avant, toutes les opérations se faisaient en série les unes à la suite des autres sur les Q-d'accord, alors que maintenant on peut faire certaines de ces opérations en parallèle, ce qui gagne un petit temps au niveau du rendu. Les Tensor Core, c'est la partie qui va être dédiée à l'intelligence artificielle et au réseau de neurones, pour faire de l'inférence, du traitement d'image, etc. Nvidia propose même plusieurs technologies, par exemple une pour faire du slow motion de haute qualité à partir de vidéos standards, et une autre par exemple qui nous intéresse beaucoup plus, qui est le DLSS, ou Deep Learning Super Sampling. Et en quoi c'est important? Eh bien parce que le DLSS, c'est essentiellement une nouvelle méthode d'anti-aliasing qui permet d'avoir des résultats de meilleure qualité que tout ce qui se fait à l'heure actuelle, sans quasiment aucun impact sur les performances. Et ça, c'est énorme. Le seul petit bémol, c'est qu'à l'heure où je vous parle, c'est encore disponible sur quasiment aucun jeu. Mais ça arrive très vite, notamment sur PUBG et sur 20 autres jeux qui vont arriver très prochainement. Mais à long terme, à mon avis, ça va remplacer toutes les méthodes d'anti-aliasing qu'on connaît à l'heure actuelle, traditionnelles. Imaginez avoir une meilleure image qu'avec un TA, temporal anti-aliasing, ou qu'un SMA, sans impact sur les performances. Par exemple, sur le benchmark de Final Fantasy XV sur lequel il est dispo, on gagne environ 33% de performance en plus et les images sont clairement plus nettes. Alors que du coup, on a toujours le DLSS qui permet d'avoir un anti-aliasing. Et c'est la même chose sur le benchmark Infiltrator. On a des images plus nettes, mais là on a un gain plus léger en performance. Mais je vais certainement vous faire une vidéo dédiée sur cette technologie quand il y aura plus de jeux qui sont sortis, qu'on pourra plus les essayer, et également pour vous expliquer comment ça marche dans les détails. Et enfin, le dernier gros changement de ces cartes RTX, c'est les RT Core et le Ray Tracing. Mais le Ray Tracing, c'est quoi? Eh bien, pour faire court, c'est une méthode de rendu, une alternative à la rasterisation par exemple, qui va être extrêmement gourmande en performance, mais qui va permettre d'obtenir des résultats visuels bien plus proches et fidèles à la réalité. La plupart des films d'animation que vous avez vus dans les 10 dernières années utilisent le Ray Tracing pour faire l'intégralité de leur rendu, sauf que chaque image prend des jours
à être calculé. Du coup, Nvidia essaie de proposer une alternative où le ray tracing est utilisé en parallèle de la rasterisation pour faire un petit rendu hybride, ce qui permet de le faire en temps réel et de l'appliquer sur les jeux vidéo. Et ainsi, grâce au nouveau package DXR de Microsoft ou DirectX Ray Tracing, les jeux pourront utiliser cette technologie pour faire le rendu des ombres et de l'occlusion ambiante, des réflexions et des réfractions, de l'illumination globale ou encore même du son. Le choix va être laissé aux devs des jeux d'utiliser le ray tracing pour telle ou telle chose, par exemple juste pour les ombres, juste pour les réflexions, ou alors pour l'illumination globale et les ombres, etc., etc. Ça vous paraît peut-être inutile dit comme ça, et je suis peut-être en train de passer pour l'avocat du diable, mais je vous assure que c'est absolument pas le but. Pour moi, le ray tracing, c'est l'avenir du jeu vidéo. Et dans 5-6 ans, tous les gros jeux l'utiliseront. Ça simplifie le travail des devs d'un point de vue graphique et ça nous permet d'avoir de meilleurs graphismes. C'est ce qui va nous permettre de passer un gap en termes de photoréalisme sur les prochains jeux vidéo, je le crois vraiment profondément. Alors Nvidia, c'est juste le premier à pousser dans ce sens-là et à tenter l'expérience. Vous inquiétez pas, dès qu'AMD en aura la chance, ils vont également se mettre à faire du ray tracing, j'en suis sûr et certain. Puis il suffit de réfléchir 2 secondes pour comprendre en quoi le ray tracing c'est le futur. L'industrie du cinéma l'a très bien compris et l'utilise à profusion. En jeu vidéo, la principale barrière, c'était la puissance nécessaire pour le faire en temps réel. Nvidia essaye un peu de remédier à ça en introduisant des cœurs qui sont dédiés au ray tracing, les RT Core. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai également une vidéo dédiée sur le ray tracing quand les jeux qui le supportent seront sortis. Mais en attendant, retenez ça. En rasterisation, pour faire des ombres, des lumières, de l'occlusion ambiante ou des réflexions à l'heure actuelle, on triche. On utilise des artifices et des approximations grossières. Et améliorer les graphismes de ce côté-là va demander un investissement en temps et en argent assez énorme. Le ray tracing, c'est une simulation bien plus proche de la réalité, puisqu'elle se base sur le suivi des rayons de lumière, permettant d'avoir des effets qui prennent en compte tout l'espace 3D et pas seulement l'espace écran. C'est pour ça qu'on voit des réflexions aussi fidèles sur Battlefield 5 par exemple. On atteint un plateau en termes de graphisme, ou presque, parce que même un jeu qui est sorti il y a plus de 10 ans, alias Crysis, est encore beau. Alors oui, c'est sûr, on améliore les textures, la physique, les animations faciales, etc. Mais pour la lumière et les ombres, il faut du ray tracing pour passer au cap supérieur. Je vais conclure en disant que Nvidia aurait pu se contenter d'un simple refresh de la série Pascal, parce que qu'on se le dise, AMD est plutôt absent de la scène des GPU haut de gamme, donc Nvidia a un peu le champ libre. Mais ils ont fait différemment, et ils ont pris un pari en essayant d'apporter du neuf, pour faire évoluer le gaming et les graphismes. Alors oui, je sais, à l'heure où je vous parle, c'est très peu palpable, parce que tous les jeux que nous connaissons se basent essentiellement et seulement sur les culs d'accord, puisque aucun jeu encore à l'heure actuelle n'est sorti avec le ray tracing ou le DLSS. Sauf que Nvidia les facture ces technologies. Et forcément, c'est ça qui fait un petit peu grincer des dents. Mais vous inquiétez pas, il y a des jeux qui vont supporter le ray tracing et le DLSS qui arrivent directement à la fin de l'année, et je pense que de plus en plus de jeux qui sortent vont supporter ces technos en 2019, voire 2020. C'est sûr, 35% de performance en plus, ça justifie difficilement le prix de la carte. Mais le reste, oui. Alors attention, j'essaie pas de vous pousser à l'acheter. J'essaie juste de vous expliquer en quoi le prix n'est pas si déraisonnable que ça par rapport à toute la recherche et développement qu'il y a derrière et aux nouvelles technos qu'introduit Nvidia, ainsi qu'à tout le changement d'architecture. La 2080 Ti, c'est sûr, c'est une carte qui va intéresser essentiellement l'élite. Il faut un écran 1440p ou 4K, HDR si possible, un gros CPU pour ne pas la limiter, et également un gros portefeuille. Ça reste une excellente carte, la meilleure qui se fasse à l'heure actuelle, on ne peut pas nier ça. Mais c'est aussi un pari sur le futur et sur l'avenir des jeux vidéo et des graphismes. Alors pour l'instant, c'est sûr que c'est très dur de vous la recommander, comme on ne peut pas vraiment tester ces nouvelles technologies en bonne et due forme, mais je vous dirais que d'ici 3 à 4 mois, ça peut être un excellent achat si les premières technologies se montrent prometteuses et que les résultats sont concluants. Par contre, la future RTX 2070 par exemple sera un très bon compromis pour les plus modestes qui veulent quand même pousser le PC Master Race et prendre le pari de ces nouvelles technos. Et voilà, c'est la fin de cette très longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire, et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir.